Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Radio Grand Lac jusqu'à 19h. On est dans votre émission On parle de tout. On se retrouve après un petit moment d'absence avec Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Sylvain. Contente de vous retrouver. On va faire le plein de bonnes ondes pendant 1 heure. On parle de tout avec plein de bonnes ondes, effectivement, parce que notre invité du soir, on va parler d'énergie, on va parler de comment se sentir mieux. Et on reçoit ce soir Jérémy Canet. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Sullivan, bonsoir Karine. Quel Bonsoir, plaisir Jérémy. de t'avoir ce soir. Merci. Bon alors Plaisir partagé. mais en plus on a la chance d'avoir un très joli temps. Il y a une belle énergie qui se dégage dans ce studio. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est ton activité? Alors déjà, où est-ce qu'on peut te trouver déjà sur le bassin Grand Lac, et quelle est ton activité? Alors, je suis à Drumetas-Clarafond et je suis thérapeute énergétique. Je fais de la thérapie énergétique, du rééquilibrage émotionnel et de l'accompagnement éducatif. Waouh. Donc déjà, ouais, effectivement, donc du rééquilibrage émotionnel. Ça a quelque chose à voir avec le Reiki ou pas du tout? Dans les techniques, non, parce que je n'ai pas les techniques de Reiki, mais dans la finalité, oui. Dans la philosophie. Oui, dans la manière de voir, comme toutes les thérapies holistiques, c'est-à-dire qui prennent en compte la globalité de l'esprit et du corps pour pouvoir soigner. Et Jérémy, vous recevez tout public, enfin, est-ce que votre patientèle... Je reçois les enfants à partir de 6 ans, après plus petits de temps en temps selon les problématiques, les ados, beaucoup, et puis les adultes. Et vous recevez directement à Drumetas-Clarafond. Ouais, j'ai mon cabinet là-bas. Ok. D'accord. Et donc, on peut vous joindre au 06 60 63 44 37. On redonnera le numéro plusieurs fois pendant l'émission, une fois qu'on aura un petit peu posé toutes nos questions. Donc, Jérémy, moi, la première question que je voulais vous poser, c'est comment on devient thérapeute énergétique? C'est un long chemin, c'est un choix. Un choix qui n'en est pas forcément un, parce qu'en fait, tout nous relie à ça tout le temps depuis l'enfance. Moi, j'ai développé ce qu'on appelle des dons de magnétisme à l'enfance, à la pré-ado. Je m'en suis servi beaucoup pour les autres. Je pense que j'avais une empathie, comme beaucoup de monde, qui était un peu forte. Au début, je soignais des brûlures, mon chien et des maux de tête. Mais Jérémy, la première fois, comment ça se passe? Comment on se rend compte qu'on a un don? Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous vous êtes dit, mais tiens, j'ai guéri cette brûlure? Oui. Alors, je m'en souviens pas forcément la première fois, mais en fait, on ressent la chaleur. On ressent le mal de l'autre. Donc, on a envie de le soigner, forcément. Après, si on n'a pas envie, on a le droit. Je l'ai fait pendant des années comme ça. Je me suis beaucoup fatigué à le faire. Après, j'ai arrêté parce que c'était trop fatigant pour moi de ressentir tout le temps ces choses-là. Je pense que les personnes un peu hypersensibles, dont je fais peut-être partie, mais voilà, c'est pas le principe, c'est pas le plus important. En tout cas, elles s'y reconnaîtront, je pense. Et puis à l'adolescence, on a envie d'être un peu un héros et d'être un peu apprécié, Reconnu, existé. Voilà. Ouais. D'accord. Donc en fait, quelqu'un arrive à une brûlure, vous le savez en fait, vous le sentez, vous le sentiez. C'est comme ça que vous vous êtes dit, tiens. Oui, quand j'étais petit, oui, je le sentais. Enfin, je le sentais, oui. Après, c'est pas tout de suite que c'est arrivé comme ça d'un coup. Hein, voilà, j'ai pas un message divin à faire passer ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout là-dedans en plus. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très physique en fait. Ça n'a rien de. Voilà, on y met les notions spirituelles qu'on a envie, mais ça regarde les gens et moi d'ailleurs personnellement. Et ça regarde les gens qui viennent me voir aussi. Mais je mets pas de. C'est très physique parce que je le ressens. C'est-à-dire que pour moi, en fait, Vous avez la douleur, vous ressentez la douleur oui, d'une brûlure. Ouais. Après, en apprenant les choses, je ressens les émotions, je sais comment les canaliser, je sais où elles se trouvent à l'intérieur du corps. Et ça, c'est tout des trucs que j'ai appris après. C'est pas juste, j'ai pas juste mis une pancarte sur ma tête en disant je vais te soigner. Je soigne pas tout en plus. Et justement, on apprend comment en fait? C'est sur le tas ou c'est en vous ouvrant à certaines lectures, certaines pratiques? Je pense que c'est lié à ma vie et ma santé personnelle. J'ai beaucoup appris, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos à partir de 12 ans, toute la croissance. Comme j'étais pas du tout sportif en plus, ça a pas arrangé. Ça a pas beaucoup changé. Mais j'ai plus de problèmes de dos, plus trop. En fait, je pense que les problèmes de dos m'ont amené à voir beaucoup de spécialistes. Du kiné, du médecin d'abord, et puis du kiné et de l'ostéo, etc. J'ai ressenti beaucoup de choses, et là où ils appuyaient, et pourquoi ça me faisait mal, et où j'avais mal surtout, mais pas où j'avais mal en termes physiques, où j'avais mal en termes émotionnels, et pourquoi ça me faisait pleurer quand on appuyait là, parce que j'avais envie de pleurer, pourquoi j'avais une boule dans la gorge, pourquoi
pourquoi quand on tirait là, ça me faisait du bien ou du mal à un autre endroit, etc. Et ça s'apprend après, en fait, au fur et à mesure de la vie, parce qu'au début c'est du ressenti, puis une fois qu'on se dit, en fait, le ressenti ne suffit pas, parce que moi je pouvais pas juste me contenter de ça. À un moment donné, si je m'installe en cabinet, voilà, c'est beaucoup plus tard, mais voilà, c'est il y a 3 ans. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie de mentir, et j'ai pas envie de dire je sais tout soigner, et puis venez me voir, et puis je vais vous enlever vous enlever la blessure. J'ai envie de prendre tout en compte, et ça s'apprend avec des formations. J'ai fait une formation de médecine énergétique. Ça veut pas dire que je suis médecin, attention, mais c'est de la médecine énergétique, ça s'appelle comme ça. J'ai fait une formation d'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Et puis après, il y a la vie aussi, il y a mon parcours personnel, qui m'a fait apprendre beaucoup, notamment auprès des ados. C'est quoi justement votre parcours pro? Mon parcours pro, je suis issu, moi, de l'éducatif et de l'animation. Donc j'ai côtoyé beaucoup d'enfants et d'ados. Je les ai vus grandir, il y en a encore de qui je suis très proche, beaucoup. Je travaillais à Grésy, j'ai travaillé à La Seiche, j'étais responsable enfance. J'ai travaillé beaucoup au collège de Grésy aussi, en tant qu'intervenant en musique, prévention des conduites à risque, etc., etc. J'ai travaillé en collège, à Poisy, en Haute-Savoie. Et puis, je travaillais à la Ribambelle. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup. Mon parcours, il fait que j'ai été mêlé à l'éducatif vite et jeune. C'est mon premier job, l'animation. Et puis, comme tout, moi, j'aime bien mettre du sens, en fait. J'ai pas juste envie d'appliquer des techniques ou de dire je suis animateur, point final, quoi. J'ai toujours essayé de faire en sorte que tout le monde se sente bien, en prenant chaque cas par cas, en prenant pas en compte que le groupe tout le temps. J'aime bien le côté individu, et voilà. En fait, on dit souvent le maladie. Donc, en fait, on a mal au dos. On dit, par exemple, si t'as mal au dos, t'en as plein le dos, etc. Donc, en fait, les douleurs sont forcément liées pour vous à une émotion, enfin, ou à une colère rentrée. Je sais pas, je prends cet exemple, mais une émotion qu'on a ressentie et enfouie, peut-être. Oui. On appelle ça beaucoup aussi les croyances erronées. J'ai toujours mal à la tête. Ou alors, c'est plutôt au terme éducatif. T'as toujours mal à la tête, ou t'as toujours eu mal à la tête, ou t'as toujours été pénible, ou t'as toujours, enfin, c'est des choses qu'on intègre et qu'on programme. Le corps se programme et le corps ressort les choses par de la douleur. Ça veut pas dire que j'ai pas la science infuse, je me prends pas pour Dieu le Père, encore une fois. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est des techniques. Après, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce que je dis, et c'est pas très grave, et tant mieux d'ailleurs. Et puis même moi, je suis mon premier sceptique, c'est-à-dire que j'aime toujours douter des choses. Donc je vous dis ça là ce soir en disant oui. Les gens qui viennent me voir pour des douleurs physiques, on va toujours intégrer le côté émotionnel et ce qu'il ressent et le côté énergétique. On y reviendra peut-être plus tard, mais voilà, qui est encore à une autre, qui est en dehors de la sphère corporelle, quoi. Mais oui, les expressions, elles sont pas là pour rien non plus. Après, je suis pas là à décoder tous les mots un par un, comme le font pas mal de confrères. Voilà. Non, je comprends, mais en fait, donc, pour que nos auditeurs comprennent, en fait, quelqu'un vient. Alors, c'est vrai qu'il peut venir pour un comportement ou pour un mal, quoi, mal de dos, mal de tête, ou alors, les gens qui jusqu'à maintenant qui vous contactent, ils vous contactent pour quelles raisons? Alors, c'est principalement mal-être. On est plus. Moi, je suis dans la sphère physique, elle est importante, mais on vient pas forcément me voir. Ou alors si, on va dire qu'on fait des crises d'angoisse, donc j'ai mal au ventre. Mais oui. Les gens, je pense qu'ils s'ouvrent de plus en plus à ça aussi, en fait. Donc moi, je suis quand même thérapeute, c'est-à-dire que j'ai quand même la prétention de pouvoir me dire, je peux suivre les gens. C'est-à-dire que je les accueille. Voilà, je viens pas. Quand on a une migraine et des migraines chroniques, il y a des médecins qui m'envoient certains patients que j'ai maintenant parce que ils en ont marre de donner du Doliprane, en fait. C'est-à-dire que il y a un côté la migraine, d'où elle vient et pourquoi elle vient. Des fois, c'est des blocages physiques, c'est-à-dire que ça peut être l'ostéopathe qui peut régler ça. Puis des fois, il y a faut pas prendre forcément de mal de tête comme l'exemple c'est pas le plus flagrant, mais le maux de ventre chez l'enfant, voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à ça. Et il y a l'alimentation, etc. Après, il y a des choses qui sont de mon domaine et des choses qui sont pas de mon domaine, mon champ de compétences ou pas. J'ai pas tous les champs de compétences. Et ça, quand vous voyez un enfant venir donc dans votre cabinet, vous êtes capable de dire après une séance 2, de dire voilà, ça je suis capable de faire et ça je suis pas capable parce que c'est pas de mon domaine. Oui. Vous arrivez à l'analyser très vite. Oui, parce qu'on travaille en bonne intelligence avec beaucoup de thérapeutes. On est une dizaine sur le bassin, en fait, à nous réunir de temps en temps, ou à s'appeler, ou à dire, est-ce que tu peux... Moi, je travaille avec une psychologue de Grésy-sur-Aix, par exemple, beaucoup, qui dit, cet enfant-là, j'arrive pas à le faire sortir, à le faire, par exemple, craquer, émotionnellement, je parle. Est-ce que tu peux le recevoir? Je le prends, en général, 1 ou 2 séances, ensuite il retourne à son suivi. C'est-à-dire que on travaille de façon collégiale, en fait.
voilà, s'il y a besoin d'une naturopathe, on a une naturopathe. S'il y a besoin d'un ostéo, on envoie chez l'ostéo. Et puis moi, après, j'ai un peu de tout. C'est-à-dire, comme moi, c'est assez global en fait. Je suis pas dans une spécialité. On vient me voir pour plein de choses différentes. Et puis ensuite, quand je bloque aussi, j'ai l'intelligence de le dire, je pense. Et on a tous cette intelligence-là dans notre réseau, en fait. Donc, souvent, je suis en lien avec les psychologues, par exemple, qui gardent le suivi. Ou alors, je m'en occupe parce que j'ai les compétences pour le faire, notamment éducatives. Après, l'accompagnement éducatif, c'est encore autre chose. C'est pas de la psychologie, mais c'est de l'accompagnement quand même sur des failles, sur des parents qui arrivent pas forcément tout parce qu'ils peuvent pas tout faire. Sur les crises d'adolescence, donc enfin, j'aime pas parler de ça comme ça, mais c'est un peu le cas. Enfin voilà. Comment tu définirais si c'est pas crise d'adolescence comment est-ce que vous définiriez le terme crise d'adolescence? En fait, quand on voit au début de la puberté, tout d'un coup, en très peu de temps, il y a tout qui grandit n'importe comment, il y a rien qu'on sait parce qu'au final, notre monde s'écroule parce qu'on n'a plus du tout les repères, on est complètement déséquilibré parce que déjà même physiquement, on est complètement déséquilibré parce qu'on a un bras qui pousse avant l'autre, une jambe qui pousse avant l'autre. On sait plus trop où marcher, on sait plus trop où on fout les pieds et moi je suis là pour remettre les pieds. C'est-à-dire remettre les pieds, je suis comme un espèce de lampadaire qu'on viendrait voir parce qu'on a besoin de lumière sur une étape de la vie, par exemple. Donc, crise, oui, si, on peut dire ça. Après, c'est plus, vu les changements et le nombre de changements, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes que nous sommes qui avons oublié bien sûr. La dureté de la chose. Et je pense que la façon que j'ai d'aborder, de leur parler, leur fait prendre... Ils ont vite confiance en moi, en fait. Mais ça, c'est le terrain qui m'a formé à ça, en fait. Et du coup, les enfants, vous les recevez forcément avec les parents? Est-ce qu'il y a un âge où ils sont tout seuls? Comment vous gérez par rapport à la situation? Les séances, de toute façon, ils sont toujours sous la responsabilité des parents. C'est-à-dire que je reçois toujours, forcément, au début, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la première séance où on fait le tour de tout, physique, ce qu'il y a eu dans l'histoire de la vie, etc. Je le fais toujours avec les parents. Il y a toujours une fois dans la séance où je vois les parents ou au début ou à la fin. Puis ensuite, quand il y a un suivi, il leur arrive très souvent, notamment à partir de 8-10 ans, ils viennent tout seuls. En fait, je les garde. Voilà. Après, les plus petits, souvent, ils n'ont pas envie que je les garde. Donc, les parents restent assis et puis je fais la séance. D'accord. Et il arrive souvent, du coup, que vous ayez besoin de parler aux parents, parce que forcément, quand l'enfant est petit, est-ce que ça vous arrive, par exemple, de commencer un suivi avec un enfant, et puis après d'avoir la maman, le papa, le grand-père et la grand-mère? Non, j'exagère, mais en gros, est-ce que ça arrive que les suivis deviennent familiales? Oui, parce que j'imagine que tout est lié, bien sûr. Oui. Alors, c'est soit j'ai quelques familles en suivi vraiment où chacun son tour. Il y en a que ça gêne, donc c'est beaucoup l'enfant, puis après les parents font autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais après, c'est vrai que j'ai des réunions de crise familiale, quoi. C'est-à-dire que j'ai des moments où ça craque beaucoup, où les parents savent pas forcément quoi faire, parce que encore une fois, les parents n'ont pas été préparés à tout. On sait pas ce que va devenir un ado. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des ados, mais en même temps, c'est quand même là où je suis pour lequel j'ai plus d'expérience. On sait pas ce que va devenir et comment et ce qui va se passer dans sa vie. On sait pas quelles sont ses fréquentations, on sait pas quel caractère il va être. C'est pour ça qu'on parle de crise d'ado aussi. C'est-à-dire même personnellement, ça change. Tout change, en fait. Donc les repères changent, on a envie de les faire péter. Et des fois, ça pète plus difficilement que d'autres fois. Et quand c'est le cas, quand ça devient violent, quand il y a des conduites à risque, moi j'interviens aussi là-dessus beaucoup. Donc du coup, forcément, il y a des conciliations familiales régulières. Vraiment, c'est obligé. Enfin, si je fais pas ça, ça sert à rien. Oui, parce que moi j'ai entendu parler de Jérémy Canet par une amie qui a envoyé son fils ado qui n'était pas bien et qui avait un chagrin d'amour, et une séance a suffi à débloquer ce qu'elle n'avait pas réussi à débloquer, alors que ils étaient quand même dans un certain dialogue. Mais je pense que, moi j'ai des ados à la maison, je pense qu'ils ont parfois tout simplement pas envie de parler à leur maman, et puis ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un de, je dirais, neutre, je sais pas si c'est le bon terme, quelqu'un qui arrive avec peut-être une solution, alors qu'à un moment donné, chez les enfants, souvent, chez les ados, peut-être que les solutions de parents, moi, j'ai souvent entendu mes enfants me dire, mais ça, c'est une solution de vieux. Donc, en fait, parfois, quelqu'un d'étranger, je dirais, et puis bon, effectivement, suite aux formations, en tout cas, je sais que cet enfant s'est senti mieux.
Et si ça peut aider des tas de parents qui nous écoutent en se disant mince, mon fils ou ma fille est mal, elle se réfugie dans sa chambre, elle est pas bien, on lui parle, elle veut pas nous répondre. Et nous, en tant que parents, on est désarmés. Puis c'est vrai que on a un peu peut-être cette toute puissance quand ils sont petits qu'on n'a plus quand ils sont ados. Eh ben, Mais c'est nécessaire, d'ailleurs. Et oui, voilà. Et du coup, on est certainement un peu perdu. Et c'est vrai que je trouve que c'est une super solution. En tout cas, je sais que c'est comme ça que je vous ai connu, Jérémy, et que j'ai entendu parler de votre travail. On va faire juste une petite pause, on va revenir dans un court instant musical, le temps de reprendre notre souffle, de boire un petit coup parce qu'il fait très chaud. Et on se retrouve tout de suite après sur 88FM radiograndlac.com. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Et on est de retour sur Radio Grand Lac jusqu'à 19h, accompagné de Karine, ma co-animatrice. Karine, oui, bonsoir, je suis là. Désolé, non, mais excuse-moi. Et bien sûr, notre invité de ce soir, Jérémy Canet, rebonsoir. Rebonsoir. On avait laissé un sujet et justement on s'était dit qu'on allait faire un petit teasing avec Indochine pour reprendre le fil. Je t'invite donc, je t'ai un peu coupé la parole donc vas-y. Ah bon? Pas reprendre, non? Ah si, oui. Je me rappelle plus la question. Il y a eu Indochine. Moi j'aime bien Indochine, donc du coup j'ai pas tant. D'habitude il y a Jeanne Masse sur Radio Grand Lac. Je connais bien Sandra. Donc, du coup, on l'embrasse. Bah oui, bien sûr. Quelle était la question? Ah oui, pour le chagrin d'amour. La question c'était que en une fois j'ai réussi à débloquer les choses. C'était ça que vous disiez, Karine. Oui. Thérapie courte, ouais. Oui. En fait, je disais que pour les auditeurs, parce que c'est vrai que souvent, quand on entend thérapie, on a l'impression qu'on part pour des tas de séances, etc. En fait, et c'est donc un petit peu déjà pour les parents, parce que je pense que quand on est parent d'ado, il y a toujours un moment où on se dit je le comprends pas. Et c'est vrai que parfois, en tout cas pour ce témoignage que j'ai eu, une séance ça suffit. Alors je dis pas qu'il faut une seule séance parce que je pense que Jérémy ça dépend en fait du patient finalement. Oui, ça dépend des problématiques, en sachant que encore une fois il faut être conscient de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Moi je suis pas dans une dynamique de thérapie longue, je suis plutôt dans une dynamique de thérapie brève en termes de thérapie. Après accompagnement éducatif c'est autre chose parce que ça peut durer un peu, tout dépend les problématiques. Mais souvent, je suis pas quelqu'un qu'on voit beaucoup et longtemps. Voilà, je suis plus quelqu'un de ponctuel sur une aide ponctuelle. Après, ça peut arriver que du coup, l'ado notamment me choisisse en tant que thérapeute en disant, moi, je veux voir que lui, donc je vais pas refuser de le voir. C'est-à-dire que ça peut être plus long pour certains. Mais après, voilà, on est quand même sur une démarche de thérapie brève où les solutions, en fait, c'est toujours en solution qu'on parle, pas en problème, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire. J'ai un problème, j'ai mal au ventre, je vais dire non, tu as un problème, tu as une solution, tu as mal au ventre. C'est-à-dire que ton corps a trouvé que ça comme solution pour que tu l'entendes. C'est-à-dire c'est pas le fond du problème. Le problème, on va le traiter, mais c'est autre chose que ce pourquoi tu viens. Ok, donc si je comprends bien, Jérémy, en fait, il vous arrive par exemple de voir un ado, je sais pas, 2 fois une année scolaire, par exemple en 4e, et il vous recontacte en seconde parce que tout d'un coup, il a besoin de vous revoir parce qu'il y a eu un changement, le lycée, etc. Ou alors il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et du coup, il a besoin de vous revoir. Et puis, selon ce qui se passe, vous faites 1-2 séances. Ouais. C'est vraiment lié à la problématique du patient. Oui. D'accord. Et en ce qui concerne les adultes, finalement, ça peut être j'ai un chagrin d'amour, je suppose, je sais pas. Oui, les adultes, je les reçois. Alors les adultes, c'est marrant parce qu'ils vont plus venir pour un problème physique, parce que on est quand même dans des sphères que l'adulte a envie de maîtriser ou pas forcément envie de. Et même si, encore une fois, je suis assez terre à terre quand même, c'est-à-dire que voilà, j'imagine ceux qui sont moins terre à terre que moi, les adultes, le rapport qu'ils ont avec ça, mais après on va vite décoder, c'est-à-dire que du coup, je sais pas, j'ai beaucoup des personnes en souffrance, puis les adultes vont pas très bien en fait, mais comme personne en ce moment, donc du coup, ils ont besoin d'un soutien. Ils veulent souvent des réponses. Moi, j'ai pas de réponse, j'apporte pas de réponse en fait. J'apporte des solutions, mais pas des réponses. Alors justement, comment est-ce que ça se concrétise une séance avec vous? En fait, on parle beaucoup, il y a des échanges. Est-ce que vous intervenez de manière physique? Enfin, comment se déroule une séance? C'est quoi, ça dure 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie? Ça dure 1 heure à peu près, 1 heure, 1 heure et quart. Un peu moins pour les plus petits, mais en fait, le gros avantage, je pense, de ma technique et de mon approche en fait thérapeutique, elle est qu'on n'est pas forcément obligé de beaucoup parler. Un ado, vous le faites pas parler comme ça.
Un adulte braqué, vous le faites pas parler comme ça non plus. Un petit en colère, vous le faites pas parler non plus beaucoup. C'est-à-dire que moi, mes techniques sont quand même très manuelles. Il y a beaucoup de toucher. En fait, je travaille avec mes mains. Je travaille avec mes mains que j'appose à différents endroits en fait qui font des réactions, qui provoquent des mots, ou des émotions ou qui font parler. Et puis il y a je pense, mes capacités de bienveillance qui font que du coup on a quand même envie de se confier. Mais le but d'une séance avec moi, c'est pas de se confier en fait. On n'est pas que dans la confidence, on est dans une volonté d'aller mieux en fait et de faire un pas en avant. Et moi, je suis là pour éviter qu'on refasse 3 pas en arrière quand on ressort de chez moi, en fait. Ce pas en avant, donc du coup, il se fait de manière physique. Je veux dire, c'est quoi? C'est donc plutôt côté manuel, quoi. Alors. En fait, je travaille sur 3 domaines. En gros, je vais expliquer. Je travaille à retrouver l'équilibre physique pour être mieux dans son corps. Je travaille à retrouver l'équilibre émotionnel pour être mieux dans sa tête. Et je travaille sur l'équilibre énergétique pour être mieux dans sa vie. Voilà. Ça clarifie un peu, le petit slogan que j'avais écrit pour mon site internet, mais en fait c'est assez clair, c'est-à-dire que du coup voilà, il y a le côté physique pour le corps, il y a le côté émotionnel pour la tête, pour l'intérieur de soi, et il y a le côté énergétique pour la vie. Voilà. Et du coup, Jérémy, il vous arrive par exemple de recevoir quelqu'un, effectivement donc de mettre en place, de faire un rééquilibrage, je peux c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, et du coup, la personne, ça l'amène à aller voir peut-être quelqu'un d'autre parce que y a autre chose à creuser, et même si elle a un rééquilibrage, il y a peut-être quelque chose de plus profond dont elle avait peut-être pas conscience, ou elle avait peut-être pas conscience que ça la gênait, et du coup, elle peut aller faire un autre travail, ou c'est pas nécessaire. C'est pas forcément nécessaire, ça dépend des personnes. Après, je les renvoie sur des thérapies si elles ont. En fait, les personnes qui sont en confiance, elles reviennent chez moi. En fait, alors je suis très content. Mais une fois qu'on a je sais pas comment répondre à cette question parce que c'est délicat. Disons que quand c'est pas de l'ordre de mes compétences, je vais renvoyer vers des confrères. Mais j'aime bien aussi garder le suivi quand je me sens en capacité de le faire. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte qu'on aille mieux et qu'on ait traité la cause quand on a fini une thérapie avec moi. Ça veut pas dire que tout est traité. Ça veut dire qu'on a des bases pour avancer, et effectivement, soit après la personne se réoriente vers psychanalyse par exemple, ce que je fais pas, soit elle revient me voir parce que parce qu'elle a eu un contact, parce qu'elle est satisfaite de ce qui s'est passé, du travail qu'on a fait ensemble. Parce que je suppose, Jérémy, que vous pouvez avoir des patients, je sais pas, quelqu'un, qui a par exemple 35 ans, 40 ans, qui s'est toujours senti bien, ou qui a toujours, puis d'un coup, je sais pas, un gros coup de blues, et on sait pas d'où ça vient, et du coup, voilà, on peut, vous rééquilibrer à ce moment-là, vous lui montrez, J'ai appris à gérer les techniques, ce qu'on appelle les chakras. Moi, j'appelle ça centre énergétique, parce que je suis pas médecin chinois. Mais j'ai appris à les régler, à les remettre, à les rééquilibrer aussi. C'est vrai que on a beaucoup parlé de comportement éducatif jusqu'à maintenant, mais il y a quand même la partie énergétique, quand même hyper importante. C'est un peu la base de ce que je fais. Donc, je remets droit, en fait, je rebooste ce qu'il faut être boosté, je baisse ce qu'il faut baisser, notamment au niveau du cœur, souvent. Parce qu'on est que dans l'émotion, on est que dans le ressenti, on est que ça pète dans tous les coins. Et dans ces cas-là, alors soit ça nous fatigue beaucoup, donc moi j'essaye de rééquilibrer l'ensemble pour être moins fatigué ou pour dépenser moins d'énergie, notamment aux autres, parce que c'est important si on n'a pas d'énergie pour soi, on n'en a pas à donner pour les autres. Soit il y en a trop, et du coup, notamment, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai pas mal d'enfants qui ont un trouble du comportement de l'attention, avec hyperactivité. Je suis pas leur thérapeute parce que c'est de l'ordre de la médecine. Par contre, je les accompagne parce que je pense que ça leur fait du bien au niveau, ça les pose, en fait. Voilà, je sais poser. Une thérapie complémentaire. Oui. Oui, d'accord. Et c'est vrai, Jérémy, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes thérapeutes que d'hommes thérapeutes. En tout cas, ouais, dans mon domaine, oui. Je pense que c'est un avantage. C'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de garçons, ados qui viennent. J'ai beaucoup de filles aussi, mais je veux dire, les gars ont pas forcément très envie d'aller parce que pour eux c'est un truc, ils sont malades ou ils ont un trouble, alors qu'en fait moi je leur explique vite avec mon caractère en plus, parce que j'ai quand même un petit caractère, je leur parle assez, je suis assez cash, je suis assez direct comme garçon, c'est-à-dire que je vais aller chercher un peu pour que ça sorte. Je dis pas que les filles, le thérapeute et mes collègues féminines sont pas du tout comme ça, mais c'est vrai que voilà, je pense que ça
ça met c'est un point, un plus supplémentaire, je pense, voilà, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui disent, bah non, mais moi je veux pas, puis quand les parents disent, oui, mais bon, ça, c'est Jérémy Canet, donc c'est un garçon, ah oui, bah oui, d'accord, alors je vais y aller. C'est pas une généralité, mais voilà, je pense que c'est, voilà, on n'est pas énormément de références masculines. Oui, et puis je pense même à un adulte, effectivement, qui a pas forcément envie de faire, qui se sent tout d'un coup pas bien et qui a pas envie de faire plein de séances et puis qui a envie d'avoir affaire à un homme, quoi. Et je pense que c'est un plus aussi, quoi. Ouais. Parce que je sais pas, hein, je dis ça. J'ai beaucoup de femmes adultes qui sont dans une phase, par exemple de séparation ou de quand il y a un changement d'orientation, quand le boulot ça va pas ou des choses comme ça, ou des suites à des burn-out ou des Voilà. qui viennent et effectivement. Après, je sais pas parce que je vous dis moi le réseau qu'on a, on est peu d'hommes en fait, mais je sais pas si ça joue grand chose. Je sais pas sur quoi tient cet argument-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression que oui, vous avez raison, c'est un plus pour moi. D'une manière globale, vous êtes dans de la thérapie un peu éducative. Vous alliez participer au salon de la parentalité organisé par Isabelle Pierce, non, pas du tout. J'avais pas. J'espère. Oui. À la prochaine. C'est prévu peut-être pour la prochaine parce que du coup, elle n'a pas pu avoir lieu au mois de mars dernier pour les conséquences qu'on connaît. Elle m'a contacté il y a pas longtemps en fait pour ça. Ouais. Et puis elle vient de créer une application qui s'appelle Autour des parents, qui est une application gratuite. Alors est-ce qu'on peut en parler justement? Bah ouais, avec plaisir parce que je me suis inscrit à ça. C'est un réseau, c'est une application qui regroupe, c'est gratuit pour les parents en fait, c'est gratuit sur Apple Store et Google Play Store. Ouais. Et c'est sorti aujourd'hui, donc elle vous en parlera peut-être, j'espère. Mais moi, je suis ravi de faire partie de ce type de réseau. En fait, c'est un réseau et c'est pas que des thérapeutes, c'est des professionnels de la parentalité. C'est-à-dire, il y a tout qui met, voilà, avec un mode de recherche facile et accessible, et puis surtout qui met pas de notes et qui met pas de. Parce que il y aurait eu ça, je pense que j'aurais jamais. Je veux pas d'avis Google et tout l'idée, ça, je trouve ça affreux. Moi, pas faire du TripAdvisor. Oui, voilà. Mais et puis pour les thérapeutes, c'est tellement dangereux je trouve de se fier à un avis. Et puis moi surtout, c'est quand même, il y a quand même dans le secret professionnel, donc. Ouais, c'est clair. On se rejoint après une petite pause musicale. Je rappelle juste le numéro de Jérémy Canet, 06 60 63 44 37. Et son cabinet se trouve à Drumetas Clarafond, 189 allée des Érables. Joli coin en plus, ça va. Ouais. Sympa. On se retrouve tout de suite sur Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, on reçoit ce soir Jérémy Canet, thérapeute énergétique. Donc on fait un petit peu connaissance depuis une quarantaine de minutes et il y a une question qui me vient. On vient de vivre une période assez particulière, je pense, pour les ados, qui du coup ont eu un rythme complètement coupé, ne savent pas tellement pour ceux que les lycéens s'ils vont y retourner, s'ils vont passer le bac, etc. Est-ce que vous avez eu des patients que vous avez aidés suite à la fin du confinement? Alors c'est des patients que j'avais déjà avant. J'ai pas eu de nouveaux, j'ai eu des adultes nouveaux qui n'ont pas forcément géré, mais en même temps chacun a géré comme il pouvait. Donc, encore une fois, si on fait le bilan de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, un ado, gérer ce genre de choses, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est une période où on met pas forcément de sens à beaucoup de choses, notamment dans la scolarité. Et en plus de ça, comme on le fait à distance, c'est pas évident de ne pas décrocher, c'est pas évident de faire ce qu'on peut. Les parents ont pas appris à être profs et professeurs des écoles ou de collège. On leur a demandé beaucoup d'autonomie. Je juge pas, hein, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. On pouvait pas faire autrement, personne n'y était préparé en fait. Mais alors, du coup, c'est ça. Pour répondre à votre question, personne n'est préparé à ça. Personne n'était, et on n'a ni été préparé au confinement, ni été préparé au déconfinement. En fait, ça s'est fait. C'était très étrange. Même moi, j'ai arrêté de travailler du coup, forcément. Je crois que ça a permis de recentrer plein de choses pour plein de personnes. Je crois aussi que ça a déstabilisé pas mal, notamment des familles qui avaient trouvé un équilibre à peu près et qui du coup se retrouvaient à être les uns sur les autres, enfin très ensemble. Je peux pas dire trop ensemble parce que ce serait dommage, mais ils ont été très ensemble tout d'un coup. Ça a fait ressortir pas mal de choses, notamment les ados qui jouent beaucoup aux consoles. Ils ont beaucoup joué.
ça a réduit un peu le rythme de sommeil. Ça, voilà, moi, j'ai trouvé fatigué, moi, au retour. Voilà, en fait, j'ai trouvé très fatigué. Alors que c'était censé normalement faire l'inverse. Enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit en pleine forme. En fait, non, pas du tout. Oui, puis je crois que, enfin, moi, des témoignages que j'ai autour de moi, c'est vrai que on se rend compte en tant que parent qu'on peut pas s'improviser professeur des écoles ou professeur du collège. Non. Et du coup, puis alors faire les devoirs à son propre enfant, ça peut être vite délicat. Alors 1 semaine, mais 2 mois, ça devient vite compliqué. C'est vrai que peut-être sans conflit, il y a des conflits juste pour les devoirs, quoi. Même si ça se passe, enfin, c'est même plus des devoirs là, parce qu'on n'est pas sur tu révises ce que t'as appris à l'école, c'est je te fais faire ce que normalement le maître ou la maîtresse t'aurait fait faire. Donc c'est sûr qu'on est sur une autre optique. Oui, et puis les parents n'ont pas appris ni à être ça, mais ils ont appris surtout, enfin, ils n'ont pas forcément appris à vivre avec leur enfant toute la journée comme ça non plus, puis la société le permet pas forcément non plus, et puis surtout, ça s'improvise pas d'être parent, et du coup là il y a eu pas mal de choses qui ont dû être improvisées, donc il y en a qui ont trouvé leur compte, il y en a qui, ça a creusé pas mal de failles aussi, en tout cas sur des patients que je peux avoir. Moi, ce que j'aime dans votre discours, Jérémy, c'est que, en fait, vous dites, ça s'apprend. Enfin, il n'y a pas de recette pour être parent, et je pense que ça peut faire déculpabiliser plein de gens parce que, en fait, on aime nos enfants et on a toujours envie de leur amener le meilleur, et parfois du mieux qu'on peut. on fait du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que parfois on peut avoir un stress. J'aime bien en ça le sketch de Florence Foresti, la maman parfaite qui s'énerve jamais, etc. Et c'est vrai que ça peut faire du bien, je pense, pour des mamans peut-être qui craquent, et justement d'avoir un thérapeute qui dise mais non, mais c'est normal, c'est juste normal. On peut pas tout savoir, on peut pas tout faire bien. Je rebondis sur on fait ce qu'on peut, en fait. Encore une fois, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, et on peut pas prévoir comment les choses vont se passer, en fait. On a beau, si on surprotège, ça veut pas dire qu'il sera moins à conduite à risque, et si on sous-protège, ça veut pas dire non plus qu'il sera plus ou moins à conduite à risque. C'est-à-dire que ça, c'est tout un tas de petits événements extérieurs, et puis à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son esprit, de comment on se construit, c'est ce qui fait qu'on deviendra les adultes d'après. Et c'est un gros rôle que vous avez, les parents, de devoir en fait éduquer, c'est envoyer hors d'eux. Ça veut dire que le but, c'est de pouvoir éduquer un ado notamment, ou une ado, c'est pouvoir la préparer à une vie future, à être équilibrée et stable, le plus possible en tout cas. Je suis pas sûr que quelqu'un vraiment puisse dire je suis complètement équilibré et stable. Même moi, je peux pas le dire. Je veux dire, chacun a ses failles. Et heureusement qu'elles sont là, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai horreur du mot lâcher prise, moi, par exemple. C'est-à-dire que je dis jamais ça. Moi, je supporte pas. Je trouve que c'est une aberration. Pourquoi ? Je dis plutôt tenez bon que lâcher prise. C'est-à-dire, heureusement qu'il faut s'accrocher. Je veux dire, lâcher prise, ça veut dire qu'on tient plus à rien. Et qu'on se casse la gueule partout, et qu'on lâche quelqu'un qui fait de l'escalade et qui lâche prise. Moi, j'ai cette expression-là. En fait, on n'arrête pas de bassiner à longueur de journée. Je m'énerve, du coup, non? J'ai l'impression que je m'énerve. Non, ça va. Mais lâcher prise, ça veut rien dire. C'est comme. Non, mais lâcher prise, Jérémy. C'est comme hypersensible. Enfin, je veux dire, tout le monde est. Enfin, voilà. En fait, c'est des mots. Ce que vous reprochez, qu'en fait, ce sont devenus des termes qui sont trop génériques. C'est ça? Oui, et puis ça a été repris par tous les techniques de développement personnel que je critique pas dans le fond, mais que dans la forme, je trouve beaucoup que c'est si tu lâches pas prise, tu seras pas heureux, quoi. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Non, mais je l'entends pas comme ça, mais parfois on reste en colère, on reste sur quelque chose qui n'est pas bon pour nous, en fait. Je l'entends comme ça, en fait. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais parfois on n'a pas de prise sur l'événement, et il est mieux de pas se concentrer dessus, peut-être, puis de le laisser de côté. Oui, d'accord, mais ça c'est la résilience. C'est-à-dire que il pleut, j'ai pas envie qu'il pleuve, ça m'emmerde qu'il pleuve, je veux pas qu'il pleuve parce que quand il pleut, je peux pas faire ça. Voilà. Ou alors il pleut, il pleut. C'est-à-dire que c'est pas lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, quand t'as un problème, quand y a pas de solution, ça sert à rien de s'inquiéter, quoi. Ça veut dire que, et c'est pas la même chose que cette expression de. Oui, le terme est un peu galvaudé parce qu'il a peut-être été beaucoup utilisé, mais je pense que la plupart des gens, quand ils disent lâcher prise, ils veulent dire peut-être qu'il faut pas ressasser forcément toujours le même problème, je pense. Oui, sauf qu'à un moment donné, c'est aussi pas forcément négatif d'être un peu dur avec soi. C'est-à-dire que pour se bouger un peu, et notamment je pense aux ados, et c'est ce que je leur dis beaucoup, c'est important aussi justement d'aller brasser un peu, quoi. De juste lâcher en disant tout va bien, ça marche. C'est des techniques auxquelles je crois pas une seconde, moi. Justement, moi j'ai envie de les ancrer, j'ai pas envie de les désancrer, qui planent complètement, parce que du coup, et je pourrais le faire.
mais je veux pas, je me l'interdis, ça serait contre-productif par rapport à ma déontologie, en fait. Bah, Jérémy, voilà, tout à l'heure vous disiez, j'ai mon caractère. Bah écoutez, comme ça. Mais j'ai crié? Non. Non, pas du mais tout. on sent que. Non, mais moi j'aime Non, les c'est gens des mots. passionnés. Non, mais j'aime les gens passionnés. Il y a moi. de la conviction. Tout Voilà, Ah exactement. bah oui, mais après voilà, et tout en disant ça, je suis conscient des limites aussi et de ce que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que voilà, il est important de. C'est pour ça que je vous disais, je suis mon premier sceptique. C'est-à-dire, j'essaye de. Il faut qu'on doute un peu. Si on commence à croire que tout est de l'ordre du divin, que tout est de l'ordre et que la vie se chargera de tout, non, c'est pas vrai. À un moment donné, la vie, faut aussi la prendre en main, quoi. Et si on lâche prise, on prend plus rien en main. Pour moi, voilà. C'était ça le truc. Je suis calmé. Non, mais je pense que c'est bien aussi. Enfin, je pense que les gens justement qui viennent, qui sont pas bien et qui viennent voir un thérapeute, ils ont besoin justement. Alors, je vais pas dire Un cadre. d'être guidé, mais en tout cas de sentir que la personne en face, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que pour pouvoir stabiliser, je déstabilise si c'est nécessaire. C'est-à-dire, je le fais pas tout le temps. Je suis quand même doux, hein, en termes c'est une pratique très à l'écoute et très bienveillante. Par contre, je pense que c'est pas inutile de déstabiliser de temps en temps pour qu'on puisse retrouver l'équilibre, quoi. Oui, mettre face à des contradictions, notamment, oui. Et notamment quand on a des fondations qui se cassent toute la figure et que du coup, à un moment donné, on sait plus comment les reconstruire. Bah, faut finir de balayer, quoi, avant de pouvoir remettre un moellon. Si on est des moellons bancals n'importe comment, eh ben dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans une semaine, on sera encore moins bien qu'avant. C'est-à-dire que quand tout s'effondre, faut être capable de reconstruire aussi, quoi. Oui, puis quelque part, Jérémy, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on peut pas toujours dire à la personne, oh, ma pauvre, mon pauvre, etc. À un moment donné, voilà. Ça, c'est victimisé. Voilà. Y a rien. Je sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, mais c'est. Je vais me lancer là-dedans, dis donc. Ça y est, c'est parti. On a le temps, Jérémy, on vous écoute, on boit vos paroles. Là, c'est le côté de ne pas prendre les gens pour ce qu'ils sont, mais c'est un triangle duquel on sort pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un qui fait la victime, un qui fait le sauveur, et l'autre, je sais plus ce qu'il fait, par contre. Pas le bourreau, non? Ouais, si, c'est ça. Victime, le bourreau et le sauveur. C'est-à-dire que moi, je suis pas le sauveur. Je veux pas. Il faut pas considérer un thérapeute comme quelqu'un qui va sauver qui que ce soit. On n'est pas là pour sauver. Oui, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, le but, c'est que la personne soit Harceleur, c'était. autonome. Ah, pardon, d'accord. Ouais. Oh, j'ai pas fait d'études là-dedans. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le but, vous, c'est qu'après, le patient, parce que si quelque part vous êtes sauveur, eh ben, alors, j'ai plus besoin de cette personne, mais j'ai besoin de mon thérapeute. Non, en fait, le but, Oui. c'est que la personne soit autonome. Oui. Et c'est que dans une cellule familiale notamment, il n'y a pas toujours ce rôle de victime d'un côté, de harceleur de l'autre et de sauveur aussi à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire notamment les familles séparées, où souvent c'est le cas aussi. Du coup, il y a demande à ton père, il y a les critiques comme ça. Moi, j'essaye de rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir les familles. Heureusement qu'il y a besoin des parents. En fait, on peut pas, en tant que thérapeute, s'il n'y a pas l'aval des parents, s'il n'y a pas la confiance des parents, on n'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Enfin, je veux dire, je fais pas beaucoup de séances avec les gens qui n'ont pas confiance en moi, quoi. Avec les parents qui n'ont pas confiance en moi. Parce que D'accord. sinon, on n'avance jamais. Et je rappelle aussi donc que vous pouvez aider les familles qui ont par exemple un enfant hyperactif, parce que je pense que c'est un sacré parcours Oui. pour les parents. Alors je sais pas s'il y a d'autres, je sais pas comment on appelle quand un enfant est hyperactif, si c'est un... C'est un trouble d'attention. Voilà. Avec ou sans hyperactivité. Donc en fait, TDAH. tout trouble d'attention, vous pouvez aider les parents. Mais en fait, tout trouble. Enfin, sur le les enfants, déjà, c'est-à-dire que les ados. tout profil, parce que c'est pas une maladie non plus, et puis c'est une force plutôt qu'une faiblesse. Donc ça, c'est des choses que je redis aussi. C'est-à-dire que plus tard, il y a des adultes qui sont hyperactifs et qui s'en rendent pas compte d'ailleurs, mais qui ont toujours été. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait les chasseurs-cueilleurs avant, quoi. C'est les gens qui font, ils ont une mission, ils la font très bien, ils la font. Par contre, ils peuvent faire plein de trucs en même temps. Mais moi, j'essaye de justement sortir du cadre, justement, victime, elle a un trouble, il a un trouble, il a un trouble, il a un trouble. Et à un moment donné, c'est une force, c'est pas qu'un trouble. Mais il faut savoir doser, il faut savoir accompagner là-dessus. Et je traite pas, encore une fois. Je suis pas un substitut de Ritaline ou de médecin. Voilà, par contre, j'accompagne. Parce que ça fait péter des câbles à beaucoup de monde, ces troubles-là, ce genre de troubles. Parce que ça pète dans la famille, quoi. On est 3 semaines après le confinement. Donc le confinement, ça a été un événement absolument incroyable en fait, enfin assez dingue de ces dernières années. On est 3 semaines après. Moi, la question que je me pose, c'est ok, vous nous avez dit comment étaient les ados post-confinement. Est-ce qu'on est toujours dans ce post-confinement ou pas vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'on est revenu finalement à des méthodes de thérapie comme avant, comme si de rien n'avait été? Est-ce que vous-même, dans votre approche au niveau du métier,
et de votre, en fait, c'est ça, ouais, votre approche par rapport au métier sur ces 2 derniers mois. Est-ce qu'elle a évolué ou pas? Enfin voilà, c'est quoi le bilan? On en est où après 3 semaines après? Par rapport à l'évolution, forcément, comme le confinement a permis à tout le monde de se poser aussi. Moi, c'est mon installation, elle est plutôt récente au final. Ça fait 3 ans que j'exerce, mais c'est pas tant que ça. Et à plein temps, ça fait que depuis le mois de septembre dernier. Du coup, forcément, ça tombait pas forcément là au moment où j'aurais voulu ça, mais justement, c'est la résilience. Ça a changé pour tout le monde en fait, ça change notre rapport au monde, sauf qu'après bon, faut que le monde change derrière. Mais les ados sont plutôt sensibles à ce genre de choses, oui, je pense. C'est-à-dire que après beaucoup de gens vont dire du coup il en a profité, c'est bien amusé. Non, c'est pas vrai, c'est très angoissant, c'est très anxiogène cette période-là. Et puis d'être avec ses parents 24/24, pardon, mais c'est très anxiogène aussi. Je veux dire, ils avaient plus de contact physique, plus de contact même physique, oui, mais et de rapports sociaux. C'était très compliqué. J'ai lu qu'il y avait une recrudescence justement de crise d'angoisse. Oui. Liée à ça. Alors c'est logique, même pour nous. Hein. Mais nous, on a géré. Moi, j'ai géré parce que je sais faire aussi, mais pour les gens que je reçois, oui, parce que ça, en fait, ça remet des choses en question, ça déstabilise ça. C'est pareil, c'est un peu l'exemple que je disais tout à l'heure quand je déstabilise moi volontairement. Le confinement, ça a déstabilisé les gens. Donc après, il faut retrouver un équilibre particulier et puis faire le tri de ce qu'on veut et de ce qu'on veut plus. Sauf qu'un adolescent, ce qu'il veut plus, c'est aller en cours. Donc du coup, forcément, on est fin mai, c'est compliqué là de remettre une couche, de continuer de travailler. Après, les enseignants, pour la plupart, enfin pour beaucoup, font super bien la chose aussi. Mais c'est pas évident, c'est évident pour personne. On se retrouve après un court interlude musical et on terminera cette émission avec Jérémy Canet, thérapeute en énergie. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour en compagnie de Jérémy Canet. Jérémy, pour terminer l'émission, j'avais envie d'une question plus personnelle finalement. Tout à l'heure, vous nous avez dit, j'ai 41 ans. Donc, et vous êtes thérapeute depuis, enfin, vous êtes installé, vous avez un cabinet depuis 3 ans, pas à plein temps, et depuis la rentrée de septembre, j'ai décidé de mettre de côté le reste, enfin mettre de côté non, parce que c'est un aboutissement, mais de me consacrer à ça, pleinement. Voilà, et j'allais dire en fait, on vous reçoit, donc on échange depuis bientôt 1 heure, et je ressens comme effectivement comme si c'était, alors c'est pas le bon terme, mais comme si c'était une passion, enfin voilà, que vous étiez arrivé là où vous deviez être professionnellement, puisqu'en fait vous avez eu quand même plusieurs vies professionnelles, vu qu'on les a énumérées, même si c'était toujours en rapport avec des ados, ça a été plusieurs cursus, etc. Oui. Et finalement, musicien aussi beaucoup, enfin pendant de longues années aussi, je le suis artiste, ouais. Enfin oui, on reste artiste tout le temps. Et du coup, pourquoi aujourd'hui, comment on arrive à se dire bon c'est maintenant, je le sens. Alors déjà, j'ai jamais cru à une vie égale un métier, à une carrière, et ça c'est fait. Enfin maintenant c'est dit. Ensuite, je pense que quand on n'est pas prêt, faut pas faire n'importe quoi. Surtout quand on a entre les mains, en plus c'est le cas, des enfants ou des ados ou même des adultes quoi. J'ai vu aussi, et je vous parlais de mon parcours tout à l'heure de santé, des thérapeutes que je ne retournerai jamais voir en fait parce que c'est pas parce que ça m'a brassé, parce que ça m'a pas remis d'aplomb, parce que ça m'a, enfin ces trucs-là, autant physique qu'énergétiquement d'ailleurs. Mais je crois que c'est mon parcours à moi, il est pas forcément très singulier, mais il fait que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était de la préparation de l'aboutissement auquel je suis arrivé maintenant. Un chemin. Oui, j'ai beaucoup travaillé en collectif. Donc du coup, voilà, maintenant je suis en individuel. Enfin, le fait de suivre en individuel, je pouvais pas le faire avant. C'est-à-dire que c'était pas parce que j'en avais pas les capacités, j'avais pas fini mes formations, j'avais pas voilà. Maintenant, mais c'est pas que formation. D'ailleurs, j'avais pas fini ma vie. Moi, j'ai aussi ma vie personnelle qui m'a pris du temps. Il a fallu la construire. Enfin voilà. Je pense que c'est une fois qu'on se sent construit qu'on peut utiliser ses compétences pour aider les autres. Et c'est pas se vouer corps et âme dans l'aide à l'autre. Justement, c'est ce que en tout début, je crois, on avait parlé un peu de ça, mais c'est tellement difficile, moi, ado ou jeune adulte, d'avoir voulu tout dépenser mon énergie pour moi, ne plus penser à la mienne pour pouvoir m'oublier un peu, entre guillemets, que je pense que il m'a fallu 20 ans, vraiment, entre mes 20 ans et maintenant, pour me rendre compte que maintenant, je suis capable, parce que j'ai acquis la stabilité que j'ai cherché pendant longtemps pour pouvoir être solide face à l'autre et pour pas le détruire, enfin pour l'aider à se construire quoi.
Je rebondis là-dessus justement, Jérémy, parce que c'est vrai que parfois il y a des personnes qui nous font part de leur expérience avec des thérapeutes et qui se retrouvent, complètement secouées, ou alors les thérapeutes leur ont fait du mal. Et c'est pour ça que je voulais quand même repréciser que, parce que depuis tout à l'heure on a dit par 2 fois dans l'émission que vous aviez du caractère, mais on sent beaucoup de bienveillance. Ouais. Voilà, donc je vais quand même le préciser. J'espère. Parce que voilà, je pense que, et beaucoup de douceur aussi d'ailleurs. Oui, non, mais oui, bien sûr. C'est sur les sujets un peu plus, galvaudés que je. Oui, en fait, vous avez vos avis. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai envie de dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que ce qui émane de Jérémy, ce que je ressens, Sullivan, c'est bienveillance, douceur, mais douceur ferme. Il y a une maîtrise, ouais. Il y a une maîtrise du sujet, et puis il y a une maîtrise. J'espère. Ouais, mais c'est sûr. Enfin. Mais oui, en fait, ça me fait rebondir moi aussi. Tout le monde rebondit ce soir. On m'avait invité pour je participais à des trucs bien-être. Moi, je suis pas dans le bien-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis être thérapeute, c'est pas et je critique pas. Je fais pas de la. Je suis pas un praticien bien-être. On vient pas pour être zen. Je comprends pas ce mot d'ailleurs, mais voilà, je suis quand même sur le travail et l'accompagnement des personnes. C'est important de le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, il peut y avoir des gens qui, je pense, ils croient qu'ils vont faire la sieste, en fait. Je suis pas quelqu'un qui repose. Je suis quelqu'un qui fait sortir des choses. Et des fois, c'est douloureux. Et quand c'est douloureux, faut s'y préparer. Et moi, j'accompagne à ce que ça le soit, si c'est nécessaire que ça le soit. Et ensuite, on intervient dans quelque chose pour que la personne se sente mieux. Mais si ça revient à toutes ces histoires de fondation dont je parlais tout à l'heure, voilà, je suis pas praticien bien-être. Oui, d'accord. Sachant que donc c'est vrai qu'il y a pas, on s'allonge pas sur un canapé pour parler pendant des heures, donc. On est quand même allongé dans un fauteuil super bien. Ouais, mais un super fauteuil. Mais ce que je veux dire, non, mais c'est parce que je trouve que c'est vrai que les ados, les enfants, ils ont pas forcément envie de parler, et puis ils savent pas finalement où ils ont mal, ils savent peut-être où ils ont mal, mais il faut peut-être aller chercher ailleurs. Et c'est peut-être un peu. Ils disent que la plupart, notamment les enfants les plus petits, les 18-10 ans que j'ai beaucoup, disent que ils sont apaisés ou soulagés en fait après une séance. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas pleuré ou crié, ou que j'aurais pas fait crier dans un oreiller parce qu'ils avaient besoin de crier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais c'est comme quand on doit enlever une écharpe. Enfin, rien à voir. Mais l'image, je veux dire, on est obligé de l'enlever. Oui. Mais après, on est soulagé. Ouais. En fait, c'est le but, mais il faut quand même enlever l'écharpe. Donc, à un moment donné, on est obligé de faire mal. Oui, je sais, l'image est magnifique. Non, mais je sais pardon parce que j'ai vécu ça hier, tu vois. Donc pour le coup, ça me va très très Non, bien. t'avais une écharpe. Non, c'est ma fille qui. mais oui, après, ça reste quand même doux. Je veux pas donner l'image de quelqu'un qui est pas doux du tout. Je le suis. Non, mais c'est pour ça. Vous avez dit bienveillance, j'espère l'être. Je crois aussi. Non, et on a dit douceur parce que c'est ce qu'il émane. Et donc, c'est pour ça, parce que c'est vrai qu'une heure d'interview, c'est pas toujours évident de pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Et en tout cas, j'espère que on aura aidé des auditeurs peut-être qui ont besoin justement. D'ailleurs, on va rappeler le numéro de téléphone. Ouais, puis mon site internet aussi, parce que j'explique quand même pas mal ce que je fais dessus, je trouve. Voilà. Alors, le site internet. C'est www.jeremycanet.com. JEREMIECANET.com. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 06 60 63 44 37. Et on vous retrouve à Drumettaz. Oui. Voilà. Et donc, on rappelle www.jeremycanet.com parce que on l'avait pas dit 2 fois alors qu'on avait dit le numéro de téléphone 2 fois. T'es d'accord, Sullivan? Ça allait pas. Il fallait le faire. Il fallait rééquilibrer ce point-là. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci. Pour cette heure passée Ça m'a fait ensemble. très plaisir. J'attends Jeanne Masse par contre. Elle va pas tarder, figure-toi. vrai Figure-toi qu'elle est pas loin. Bon. Et on va continuer d'ailleurs à l'embrasser, mais on va aussi l'écouter. Merci pour ce En rouge et Jérémy. noir. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt sur Radio Grand Lac. Dès demain, donc ça repart avec toutes les émissions que vous connaissez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Karine dans votre émission. On parle de tout. 88 FM, radiograndlac.com. Bonne soirée. Bonsoir, bonne semaine.